Voilà, deuxième vidéo du chapitre 6 dans laquelle on va parler du premier principe de la thermodynamique. Donc c'est un principe aussi important que les lois de Newton qu'on a vu en mécanique, c'est vraiment le fondement de tout ce qu'on peut faire en termes d'études d'échange d'énergie. On va commencer par définir ce qu'est l'énergie interne d'un système. Donc l'énergie interne d'un système, comme son nom l'indique, c'est l'énergie qui va être contenue à l'intérieur du système. En mécanique, on a déjà parlé par exemple de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, ça c'était des énergies liées à l'environnement du système, notamment pour l'énergie potentielle, ou au système dans sa globalité, à travers sa vitesse et son énergie cinétique. Mais à l'intérieur du système, il y a des interactions entre les différents composants du système, et puis chacun des composants peut aussi avoir un mouvement, notamment un mouvement important dans le cas des gaz. Donc chaque constituant interne a une énergie cinétique, peut avoir une ou plusieurs énergies potentielles liées aux interactions qui existent entre ces espèces. Donc à l'intérieur même du système, on peut aussi parler d'énergie, et on va l'appeler l'énergie interne, qui comme toutes les autres énergies se mesurera en joules. Donc l'énergie interne traduit ce qui se passe à l'intérieur du système. En particulier, U, donc l'énergie interne, traduit en grande partie l'agitation des molécules, c'est-à-dire leur vitesse de déplacement et l'énergie cinétique des molécules. Pas seulement, il y a aussi l'énergie, par exemple, de liaison, notamment une forme d'énergie assez présente dans le cas des solides, l'énergie de liaison entre les différents constituants. Mais en grande partie quand même, vous pouvez retenir ça, c'est que l'énergie interne traduit l'agitation, donc on va voir en lien avec la température du système. Pour les systèmes en phase condensée, c'est-à-dire les liquides ou les solides, on montre que l'énergie interne du système est telle que sa variation dépend directement de la température. Donc là, ça traduit directement à ce que j'ai dit dans la diapo précédente. La variation d'énergie interne pour un système en phase condensée ne dépendra que de la température, et delta U, donc la variation d'énergie interne que pourra subir un système, sera proportionnelle à la température, à la variation de température qu'il va subir, c'est-à-dire température finale moins sa température initiale. C, le coefficient de proportionnalité entre température et énergie interne s'appelle la capacité thermique du système, et elle se mesure en joules par Kelvin, puisque joule pour être cohérent avec delta U, et par Kelvin pour être cohérent avec les températures. Petite explication sur cette formule, étant donné que dans une phase condensée, donc liquide ou solide, les molécules ne peuvent pas trop bouger, eh bien les interactions, les énergies potentielles liées à leurs interactions ne vont pas varier, et par conséquent, les seules variations qu'on peut obtenir est directement liée à l'agitation thermique, donc à la température. Concrètement, comment est-ce qu'on utilise cette formule? Il est rare que l'on vous donne la capacité thermique d'un système. Généralement, on va plutôt vous donner la capacité thermique massique du système, c'est-à-dire ramenée à 1 kg de matière. Par exemple, la capacité thermique massique de l'eau est de 4185 joules par Kelvin par kilogramme. Ça veut dire que si on veut élever la température d'1 degré de 1 kg d'eau, il va falloir lui fournir une énergie de 4185 joules. La capacité thermique, grand C, s'obtiendra donc en multipliant la masse du système par sa capacité thermique massique. Au niveau notation, c'est pas très clair parce qu'on a un grand C et un petit c, mais on ne peut pas vraiment se tromper entre les deux parce que les unités sont pas les mêmes. Si on a une unité en joules par Kelvin par kilogramme, c'est qu'il s'agit d'une capacité thermique massique, et si on n'a que des joules par Kelvin, c'est que c'est la capacité thermique complète du système. Voilà, alors, quel lien avec le premier principe de la thermodynamique et les autres formes d'énergie? C'est que maintenant, si on va vouloir prendre en compte toutes les énergies du système, il va falloir additionner son énergie mécanique, c'est-à-dire l'aspect macroscopique de l'énergie, et son énergie interne, c'est-à-dire la partie microscopique. L'énergie totale du système sera donc la somme des deux. Et le premier principe de la thermodynamique affirme que si on veut faire varier l'énergie globale d'un système, l'énergie totale, donc ET, on n'a que deux manières de le faire.
Soit on modifie cette énergie totale grâce au travail d'une force. Par exemple, un système mécanique peut perdre de l'énergie parce qu'il va être soumis à des forces de frottement. Donc à travers le travail de force de frottement, on va avoir une variation d'énergie mécanique, donc aussi d'énergie totale. Soit également, on peut le faire par transfert thermique. Donc là, on change de lettre symbole, Q, mais il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Le travail se mesure en joules, la chaleur va également se mesurer en joules, c'est simplement le mode de transfert qui est différent. Là, c'est le travail d'une force, et là, ça va être un échange thermique, donc un échange de chaleur. Traduction donc, mathématique de ce que je viens de dire, la variation d'énergie totale d'un système ne peut être due qu'à un travail de force ou éventuellement à un échange thermique, et rien d'autre. C'est les seules grandeurs qui peuvent faire varier une énergie, l'énergie d'un système. Cas particulier, si un système est immobile, il n'a pas de variation d'énergie mécanique. Par conséquent, sa variation d'énergie totale ne sera due qu'à une variation d'énergie interne. Donc, concrètement, dans la plupart des exercices de thermodynamique, cette loi, donc la première loi de la thermodynamique, se traduit plutôt comme ça, delta U égale Q plus W. Parce que, généralement, il n'y a pas de variation d'énergie mécanique. Deuxième remarque, cette loi, ou celle-ci, en simplifié, peut amener à un résultat positif ou négatif. C'est-à-dire qu'un système peut très bien perdre de l'énergie, totale ou interne, mais il peut aussi en gagner. Donc comment prendre en compte cela? Eh bien, le travail des forces ou la chaleur vont être comptés de manière algébrique, c'est-à-dire positivement dans le cas où le système reçoit de l'énergie sous forme de travail ou sous forme de chaleur, et négativement s'il cède ces énergies sous forme de travail ou de chaleur. Donc W et Q peuvent être positifs ou négatifs selon les cas. La somme des deux peut être positive ou négative selon les cas. Ça veut dire que la variation d'énergie d'un système peut prendre le signe positif ou négatif. Donc positif s'il gagne de l'énergie, négatif s'il en perd. Par exemple, un système en phase condensée qui recevrait de la chaleur, donc on imagine qu'il ne reçoit pas de travail, il reçoit que de la chaleur. Cette chaleur va être comptée positivement. Comme delta U est égal à M fois C fois delta T, c'est-à-dire variation de température, bien on en déduit que le delta T, variation de température, sera positif. Donc que la température du système va s'élever. C'est un cas qui revient souvent dans les exercices. On sait que si on apporte une certaine quantité de chaleur à un système, alors il y a une élévation de température. On confond souvent les deux grandeurs, température et chaleur. On voit bien ici à travers ce que j'ai dit que c'est différent, mais l'une est la conséquence de l'autre. Si on apporte une certaine quantité de chaleur, alors on élève la température, bien que ce ne soit pas la même chose.